Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Endzone. Et pour m'accompagner pour cette 11e édition, qui mieux que Corentin Lucas, encore une fois à mes côtés. Comment ça va, Coco? Salut Val, ça va très bien. On a eu une grosse semaine, franchement. Semaine Thanksgiving. Thanksgiving en plus. On a mangé de la dinde, là ça y est. 3 matchs dès le jeudi soir. Un match le vendredi également. Franchement, on a été bien gâtés pour Thanksgiving et franchement, j'ai envie de dire, on a mangé du poulet, franchement, ce week-là. Quel bon poulet c'était. Non, honnêtement, cette semaine-là, il y a eu beaucoup de bons matchs et de belles affiches. Et on va commencer à Détroit, non, pour débriefer un peu cette 13e week de NFL. On avance et on se rapproche des playoffs. Qu'est-ce que t'en as pensé des Detroit Lions contre les Bears? Wow, incroyable hein, le match pour ouvrir Thanksgiving. Victoire 23-20 des Lions, mais c'est passé pas loin franchement pour les Bears. Une fin de match exceptionnelle. Franchement, il y a eu je ne sais pas combien de flags dans la fin de match qui ont changé la donne. Non, mais pour Détroit, ça a été très chaud. Franchement, j'ai cru qu'ils allaient perdre et les Bears n'ont pas su concrétiser les grosses occasions, les field goals ratés notamment. Et je pense que le départ du coach Matt Eberflus n'y est pas pour rien. Oui, parce que ça a été la conséquence directe de cette nouvelle défaite. Les Bears qui donc sont en 4-8, 4-8 avec le top pick de la dernière draft. C'est quelque chose qui te met un peu dans le dur parce que tu t'attendais quand même à une meilleure saison de leur part. Quand tu vois les prouesses que font juste Washington avec Daniels. Bien sûr. Mais les Lions confirment, ils sont en 11-1 désormais et honnêtement ça roule plutôt bien. Comme on voit là sur l'image, le groupe vit bien et surtout une nouvelle victoire pour eux et puis surtout sans vraiment un joueur qui a brillé parmi tant d'autres. Oui, c'est ça. Mais toujours dans la régularité, même si là c'était un match un peu moins abouti que d'habitude, on a quand même vu du beau football à Détroit. Typiquement, Jared Goff n'a pas été au-dessus du lot dans ce match, Montgomery non plus, mais pourtant ça a bien carburé et ils se sont quand même fait peur. Mais non, voilà, Jared Goff là c'est 21 sur 34, 221 yards et 2 touchdowns. Et après, c'est correct, mais bon, exactement. Il peut faire mieux. Exactement, Jahmyr Gibbs et Montgomery, voilà, c'est pas plus étincelant que ça, il y a pas de touchdown des deux côtés. Donc c'est pas vraiment un jeu qui a été projeté ni vraiment au sol comme à la passe. On a vraiment mais on est toujours habitué à voir des belles choses du côté de Détroit et là pour le coup ils sont arrivés à leur fin. Ouais, on a eu les Cowboys également le même jour face aux Giants. Victoire enfin à Dallas des Cowboys. Ça c'était devenu rare, hein, franchement, une victoire à Dallas. 27-20 face aux Giants. Ça y est, les Cowboys sont peut-être partis là, finalement. Bon, les playoffs ça va être compliqué, mais attention quand même. Honnêtement, blessure de Dak Prescott depuis, ça va mieux. Ça va un peu mieux. Cooper Rush qui là s'occupe du coup de la main offensive un petit peu de cette équipe. Avait fait un très bon match la semaine dernière. Là, cette fois-ci, c'est un peu plus en demi-teinte. 21 sur 36 à la passe, 195 yards. C'est pas plus étincelant que ça, mais ça confirme. Et voilà. Surtout, au moins, tu te fais pas peur contre des Giants qui, eux, pour le coup, sont ignobles depuis le début de la saison. Ils sont ignobles depuis le début de la saison. D'ailleurs, Daniel Jones, on en avait parlé la semaine dernière, est parti. Des Giants. Parti, on a trouvé son point de chute. Voilà, il est parti à Minnesota chez les Vikings. Alors, ce sera en QB numéro 2 normalement, mais en tout cas, on va pas compter sur lui pour un poste de titulaire. Mais en tout cas, il a trouvé déjà un point de chute. Peut-être pour les playoffs, ce serait intéressant de le mettre titulaire. Je pense pas. Pour se saboter, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il est parti là-bas en tant que remplaçant. Une équipe qui a bien carburé aussi, c'est les Packers, au détriment des Dolphins. Non, désolé Val, mais là, les Packers, là, ça a fait du gros travail. C'était toi contre moi là, mais honnêtement, pour cette dernière soirée donc de Thanksgiving, pour finir un peu en apothéose, les Packers se sont imposés 30-17 contre les Dolphins. Match maîtrisé. Moi j'ai envie de dire ça, un match maîtrisé. Et puis coup d'arrêt pour Miami qui restait sur 3 victoires d'affilée. Mais après au Lambeau Field, moi je trouve que c'est une défaite logique. Là, tu pouvais pas faire grand chose. Et je me souviens plus si j'avais pronostiqué il me semble que t'avais dit les Dolphins. Il me semble que t'avais dit. Honnêtement, c'était pour vraiment créer la discorde. Bon, en tout cas, voilà, belle victoire des Packers 30-17. À noter aussi, pour ne pas quitter tout de suite la page, très bon match de Jordan Love. Pour une fois. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour une fois, gros match de Jordan Love. J'aime beaucoup ce joueur. Il avait été très moyen dans ce début de saison. Ouais, puis même jamais étincelant vraiment. Contrairement à son équipe qui, elle, pour le coup, brille. Elle carbure, 9-3. 9-3, voilà. C'est très bon bilan. Et là, ça part sur les playoffs. Jordan Love, si en plus lui s'y met, oui, là, c'est direction les playoffs pour Green Bay. Puis c'est vraiment lui qui a mis en difficulté la défense des Dolphins. 21 sur 28, 274 yards et 2 touchdowns à la passe. Magnifique.
Honnêtement, un match plus qu'abouti et honnêtement, Green Bay, ça fait peur. Ça fait peur dans leur division. Il va falloir les prendre très au sérieux. Une équipe qui s'est fait peur aussi, encore une fois j'ai envie de dire, c'est les Chiefs face aux Raiders. Victoire 19-17. Je ne sais pas dans quel monde on arrive à gagner ce match. Mais je pense que si tu recommences ce match 99 fois, enfin 100 fois, on perd 99 fois. Je ne sais pas surtout comment vous arrivez à galérer autant contre les Raiders. Alors les Raiders, ça reste quand même la bête noire des Chiefs depuis quelques années. C'est vrai qu'on l'avait dit, la dernière émission. Ouais. Mais là. Normalement, tu dois perdre. Normalement, fin de match complètement lunaire. Franchement, j'y croyais pas du tout. Tu perds à rien, tu dois prendre un field goal. Ils avaient le field goal assuré. Oui, exactement. Et ils arrivent à se saboter eux-mêmes, les Raiders, avec ce snap complètement raté. Le QB qui ne regardait absolument pas. Il avait même pas encore call le snap, donc là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Quelle erreur. Et du coup, ça crée un fumble et les Chiefs l'emportent. Reprennent directement la possession du ballon et après, il y a plus qu'à gagner. Mais c'est complètement lunaire. En fait, il se passe quelque chose chez les Chiefs cette année qui est complètement fou parce qui tourne autour de beaucoup d'argent. Voilà. Oui. Je savais que t'allais venir là-dessus. Ok, il y a eu le scandale d'arbitrage en début de saison, ça je te l'accorde. Mais le reste, ça reste quand même de la magie. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il y a pas de magie là. Non, mais si, il y a de la magie parce que tu te dis qu'à la dernière seconde, ils arrivent à se saboter comme ça parce qu'il y a la pression aussi. Faut pas oublier qu'il y a la pression quand t'arrives à l'Arrowhead Stadium. Ouais. Franchement, c'est juste fou. Et tu l'as vu, le QB était complètement perdu à ce moment-là. Il savait même pas où il était. Il loupe le snap derrière, il se passe rien quoi. Donc voilà, belle victoire 19-17. Enfin, belle victoire. Une victoire victoire simple à l'arrache, mais voilà, ça permet aux Chiefs d'être en 11-1, donc là c'est plutôt propre, même si sur les 11 victoires, allez, je pense qu'il y en a 3 ou 4 de maîtrisés. Ouais, mais c'est bon, surtout que en fait ça ne perd pas. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça ne perd pas. Comme les Lions. Exactement, c'est quand même les Lions c'est un peu plus net, un peu plus maîtrisé, c'est vrai. Voilà, et surtout non mais bien sûr, et c'est fou que les Chiefs avec si peu de performance, tu vois, étincelantes, un peu comme on a Philadelphie où on a un Saquon Barkley qui surdomine, on a un Jared Goff ou un Amon-Ra St. Brown qui performe au plus haut niveau aux Lions. Là, en fait, même Patrick Mahomes n'est pas vraiment... Il est pas dedans. Non, voilà, il a 306 yards, mais avec beaucoup de passes, donc c'est normal. Et c'est surtout que, c'est pas le protagoniste premier de cette équipe. Ouais. Mais ça gagne, ça performe, ça marque, et ça défend. Donc, voilà. Mais pour l'instant, ça suffit à avoir un petit 11. Exactement. Donc, et à noter que les Chiefs sont désormais qualifiés en play-off. Ça y est, oui, c'est vrai. Ils font partie des 2 équipes qualifiées pour les play-offs avec les Bills. On en parlera juste après. Mais voilà, 2 équipes sont officiellement qualifiées pour les play-offs. Les Lions vont pas tarder avec leur 11-1 aussi à être qualifiés. Mais comme c'est une conférence NFC qui à moins que ça on voit 5 défaites de fil. Même à 11-6 tu te qualifies normalement pour les playoffs, mais bon, c'est comme c'est une conférence tellement serrée, on peut pas encore être sûr officiellement que les Lions soient qualifiés parce que derrière, là t'as une conférence, t'as les Packers dedans, t'as des divisions où rien n'est joué, donc c'est pour ça on qualifie pas encore les Lions. Là-dedans, on a eu les Jaguars face aux Texans. Les Texans respirent un petit peu, même s'ils se sont fait peur, 23-20. Les Patriots était un sale gagné face aux Colts. Je ne sais pas comment ils ont fait pour perdre également, mais là c'était assez fou aussi la fin de match. Défaite 25-24. Ça ne va pas du côté des Pats cette année, mais même là, quand ils ont la victoire facile, ils se sabotent. Ça leur échappe. Les Chargers face aux Falcons. C'était le match que j'ai suivi, qui était disponible sur Sisplay. Franchement, j'ai pas compris ce match. Je te le dis honnêtement. Victoire défensive des Chargers. Un touchdown défensif de la part des Chargers. Kirk Cousins a saboté son équipe encore une fois des Falcons. Ça a été catastrophique. Je crois qu'il lance 3 interceptions dans le match. 4 interceptions dans le match, dont 2 grossières parce qu'il y en a une qui amène un touchdown direct, donc un pick 6, et le deuxième il lance comme ça dans la end zone comme un rookie, vraiment il savait pas quoi faire, il la lance dans la end zone, une balle molle, et derrière c'est récupéré par les Chargers, interception, voilà. Je sais pas ce qu'il a voulu tenter sur cette action-là, mais sur ce match complet. Mais là, surtout qu'un joueur de cette expérience-là, on s'attend pas du tout à déjouer complètement comme ça. Surtout que les Falcons ont besoin de gagner. Ouais. Ils sont un petit peu dans le dernier rush, voilà, pour bien se placer pour les playoffs.
ils se sabotent comme ça, les Chargers quand même solides. Je sais pas solide défensivement surtout. Offensivement, t'as quand même du lourd avec Justin Herbert, franchement, qui est une valeur sûre. Même si là, il a pas été étincelant dans ce match, ça je le reconnais. Mais parce que les Falcons, pour une fois, ont une bonne défense. Ils auraient pu en prendre beaucoup plus. Ils ont fait preuve de beaucoup d'efficacité au niveau défensif. Contrairement à l'attaque des Falcons où ça a été compliqué, hein, franchement. Et en plus, ils ont le dernier drive pour aller inscrire un touchdown. Il n'y arrive pas. Kirk Cousins se sabote encore une fois. Quand ça suit pas, c'est compliqué là pour toute l'équipe et à voir si ça ne les fait pas un petit peu perdre en confiance. Ça commence à se compliquer pour les playoffs. On a eu les Jets face aux Seahawks, victoire des Seahawks face aux Jets 26-21 à New York. C'était quand même un match assez compliqué. Les Jets dominaient pendant les 2 premiers quart-temps et puis après ils se sont fait rattraper. Mais pour mieux en parler, on va aller directement à New York parce que Florian est allé justement voir ce match des Jets directement là-bas et il nous a fait un petit vlog, donc on vous laisse avec ce petit vlog. Week 13 de la NFL, j'ai pu assister au match entre les Jets et les Seahawks. Bon, pour aller voir les Jets, c'est toujours un peu compliqué. Il faut déjà se rendre dans le centre de New York, trouver un train pour aller dans le New Jersey. New Jersey, il faut faire un changement et tu te retrouves au MetLife Stadium. Bon, au niveau d'accessibilité, c'était pas top, mais il faut quand même se rendre compte que ce stade est censé accueillir la finale de la Coupe du Monde en 2026. Bon, pour ma part, c'était la 4e fois que je me rendais dans un des stades de la NFL. J'ai fait le SoFi Stadium, le Superdome, Arrowhead et maintenant le MetLife, tous avec des tribunes très pentues. Bon, qui dit football américain dit hymne national américain. Bon, au vu des deux équipes, on s'attendait quand même à avoir un match assez fermé avec les défenses qui prennent le dessus et les special teams. Le stade là est plein. En début de match, il n'y avait pas grand monde, mais là, le stade est plein. On sent que les gens arrivent pour le 4e quart-temps pour voir vraiment ce qui compte le plus dans le football américain. Si vous vous demandez pourquoi il y a tout cet accoutrement, c'est qu'on se les pèle pas mal sous moins 4 degrés. Même à 16h en fin de journée, quand il n'y a plus de soleil, ça pèle. Bon, 16-21 en début de 4e quart-temps, c'est quand même une folie. Il y a plein de choses qui se passent dans ce match. Des fumbles, des réceptions. Ah non, il y a un flag sur la play. On sent que les Jets ils jouent de la pression dans ce 4e quart-temps, hein, parce que franchement, le nombre de pénalités qu'ils faisaient pas en première période, ils les prennent en seconde. Bon, tu vois, là, les Jets commencent à faire quelques conneries comme d'habitude. Hein, ils sont en train de se saboter le match. Du coup, les gens commencent à partir. Là. Je vais leur ranger devant moi ça se libère. Hein. Là, on va commencer à avoir des places pour les jambes. Là, tu vois, les Seahawks, ils sont en seconde et 16. C'est souvent quand même que Geno Smith, il essaye d'en faire un peu trop. Hein. Les solutions, il hésite. Alors, ça fait quand même quelques années que je suis à la NFL, hein, de bonnes années. Et c'est la première fois en fait, que je vois qu'il y a vraiment marqué TV break dans le stade lorsqu'elle est en mort, en fait. Et oui, ça passe, c'est converti. On est un peu dans la compréhension là parce que la passe de Geno elle a l'air d'être incomplète, mais les arbitres n'ont pas sifflé, donc pour le moment l'appel de jeu c'est un fumble. Il y a quand même pas mal de supporters des Seahawks dans les tribunes et plutôt contents. On est à 5:34 de la fin, les Seahawks viennent de marquer, les Jets quittent le stade. La balle de match, 4e et 15, 44 secondes au compteur. Il recule, il lance loin. C'est trop long, c'est fini. Les Seahawks s'imposent. Alors, j'avoue que j'avais dit que les Seahawks allaient gagner, mais ça n'a pas été un match facile. Bon, on va aller prendre le train pour rentrer tranquillement sur New York parce qu'il y a un avion qui nous attend ce soir. Et dans le New Jersey, c'est toujours compliqué d'y aller. Hein. Merci à Flo pour ce vlog à New York. Des belles images et c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. On est content de vous avoir proposé ça. Ouais, notre envoyé spécial de New York. On a eu les Commanders face aux Titans. Les Commanders, eux, ont dominé la rencontre de A à Z. 42-19 face aux Titans et avec un Jaden Daniels XXL. J'hésitais à le mettre en MVP du week. Je l'ai pas mis pour une raison, on en parlera après, mais franchement, il a redressé la barre parce que là, il restait sur quelques défaites consécutives
consécutifs qui faisaient mal. Ouais, puis c'était même des matchs où il déjouait totalement. Après, c'est un rookie, on peut pas non plus lui en vouloir à ce niveau-là. Il est quand même en train de mener ses Commanders en 8-5. Ce qui est d'ailleurs, c'est quand même rare pour le noter, qu'un rookie fasse autant de bien à une équipe. Donc, dire un peu la dimension du joueur. Carrément. Et c'est surtout que, en fait, là, c'est clinique. Voilà, c'est du 42-19. Il y a pas de. Et les passes sont folles. Exactement. Les actions sont juste impressionnantes. Et surtout, ça gagne, mais ça gagne plus largement. On sent que là, il y avait besoin d'envoyer sur les Titans. C'est les Titans qui ont pris. Là. Les Titans ont pris très cher. Les Bengals y ont cru, mais je pense que tu y as cru aussi. Mais les Steelers, je sais pas comment c'est possible. Les Steelers se sont réveillés offensivement. Comment les Steelers mettent 44 points je ne sais pas. Ils étaient tellement, on a tellement dit qu'ils étaient surcotés au niveau de l'attaque qu'en fait ils nous ont juste mis une claque derrière l'oreille en disant regardez, nous aussi on s'est attaqué. Russell Wilson, c'est surtout qu'il y en a un sur qui on est énormément tombé, c'est Russell Wilson. C'est quand même grave d'arriver à ce niveau-là, hein. Enfin là, il est passé de rien à héros, à MVP là. À MVP. Donnons-lui le titre de MVP là. Non mais c'est fou quand même. Russell Wilson, c'est 29 sur 38, 414 yards, 3 touchdowns à la passe. Donc il a lancé une interception. Grossière d'ailleurs, début de match, une belle interception. Franchement, je me suis dit le début de match était très rythmé. On commence avec il y a 14-0 il y a 7-7 très rapidement. Avec notamment un match un touchdown de chaque côté sur une action défensive des Bengals et sur l'interception. Et après George Pickens que j'aime beaucoup, qui est un très bon wide receiver, qui a beaucoup pris deux avertissements par contre. Oui. 2 avertissements pour manque de fair play. Et là ça commence à piquer. On commence à connaître l'attitude du joueur qui n'est pas à son coup d'essai. Mais moi j'aime bien ça, le trash talk à son état pur, donc mais très dommage pour les Bengals. Et Joe Burrow qui encore une fois pas dedans, hein. Et pas dedans, mais il est quand même à 28 sur 38, 309 yards, 3 touchdowns lancés à la passe. Bref, ça suffit pas aussi, c'est ça le problème. C'est qu'il a pas été assez coller 38 points. Tu peux coller 38 points à une équipe de NFL et tu vas galérer autant, mais c'est fou. En fait, on disait que ça allait être le seul problème des Steelers cette saison, ça allait être le seul homme capable de faire sauter le verrou des Steelers. Il l'a à moitié fait parce que derrière, en fait, offensivement, ils nous ont fait une masterclass, les Steelers. Enfin, clairement, on avait l'impression d'avoir Lamar Jackson à la place de Russell Wilson. Enfin, c'était juste fou. On a l'impression que les Ravens sont devenus les Steelers. Enfin, là, s'ils vont comme ça au playoff, attention, ça va faire très mal. Et là, c'est devenu très très costaud. Là. Parce que s'ils arrivent à allier l'offensif avec le défensif, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire dans cette saison régulière, alors là, c'est fini. On passe déjà 2 matchs contre les Ravens où ils mettent pas un touchdown, où c'est que du. C'est catastrophique. C'est que la défense. Que du jeu au pied. Et que du jeu au pied, et la défense. La défaite contre les Bears. Les Browns sous la neige, Voilà, exactement. De jeudi dernier, c'est juste, ça jouait bien, mais c'était pas non plus étincelant. Et là, 44 points, ils ont fait sauter la défense des Bengals. En plus, à Cincinnati. Exactement. Non, mais donc là, il va y avoir beaucoup de questions qui vont se poser à Cincinnati. On sentait un départ proche de Ja'Marr Chase. On n'a jamais été aussi proche. Et Joe Burrow aussi. Joe Burrow, je suis pas sûr qu'il va rester très longtemps à Cincinnati parce que là, si les choses ne bougent pas, il y a que lui qui peut faire bouger les choses. Parce que le front office, honnêtement, c'est sa pépite. Il faut pas laisser passer. Mais oui, puis même, lui, il a le potentiel pour être dans une équipe qui gagne une conférence, qui va au Super Bowl. Là, c'est pas possible de rester chez les Bengals. On a eu les Cardinals face aux Vikings. Victoire très serrée des Vikings encore une fois. Et ça gagne, mais c'est comme les Chiefs, ça gagne, mais tu te demandes comment. Victoire 23-22 face aux Cardinals. Minnesota se dirige tranquillement vers les playoffs, ont un bon bilan, je crois 10-3, si je dis pas de bêtises. Qui reste, non, ils restent dans leur standard habituel. Hein. Je vais te dire ça tout de suite, les Vikings. Mais en tout cas, victoire 23-22. Tu te demandes encore comment c'est possible, parce qu'en plus, ils étaient menés 22-16, je crois, dans le dernier quart-temps, et ils arrivent à te gagner ce match. On a eu les Rams face aux Saints, victoire 21-14 des Rams. Bon, les Rams confirment, ils sont sur une bonne tendance. Et puis les Bucks face aux Panthers, victoire 26-23 dans l'overtime. Ouais. Et ça a été très compliqué pour les Bucks, qui étaient vraiment à rien de tout perdre. Non, et puis surtout ça fait plaisir de voir là c'est moins étincelant sur le feu offensif que peut proposer les Bucks,
mais honnêtement ça gagne dans la douleur contre les Panthers qui encore une fois viennent un petit peu titiller leurs adversaires. À Carolina en plus c'est toujours très compliqué. On a eu un gros match les Eagles face aux Ravens, c'était hier soir pardon. Victoire 24-19 des Eagles, et là on se dit mais les Eagles c'est pas possible. En fait c'est des équipes qu'on a tellement critiquées, que ce soit les Steelers, les Eagles, que là, et on a tellement encensé les Ravens, rappelle-toi, en début de saison, on disait qu'ils étaient imbattables. C'était l'équipe du début de saison. C'était l'équipe du début de saison. Là, ça va plus du tout pour les Ravens, et les Eagles sont en 10-2. Mais quel match, quand même, quel match pour avoir vraiment regardé ça d'un œil. Jalen Hurts. Franchement, une défense, un Jalen Hurts qui est d'une propreté. S'il vous plaît, ça fait plaisir. Et honnêtement, on s'attendait à avoir un match dans le match d'Eric Henry, Saquon Barkley. Nada. Honnêtement, une défense des deux côtés à la course, ils ont empêché ça. Et honnêtement, ça a juste été plaisant à voir jouer. On a vu juste des éclaircies de Saquon Barkley dans le troisième quart et dans le quatrième quart, qui a vraiment, à la fin, c'était du Gouda, la défense des Ravens. Mais en début de match, c'était tellement compliqué pour eux de passer par ça. Ils ont dû s'adapter et dans l'adaptation. C'est là où je dis que c'est très très fort les Eagles, parce que on les attendait avec Saquon Barkley. Il a été muselé dans les 2 premiers quarts-temps, voire même dans les 3 premiers. Mais ils ont su réagir autrement. Et c'est là où je me dis que les Eagles, finalement, il va falloir faire attention, parce que je pense qu'ils vont aller en finale de conf cette année. Et là, très clairement, le niveau de jeu qu'ils proposent, ils étaient quand même assez surcotés au début de saison. Là, franchement, avec un Saquon Barkley comme ça, un Jalen Hurts qui se réveille, qui se met en mode MVP, là, ça va aller très loin en playoff. Non, et puis les deux running backs, donc ils sont même pas à 5 yards de moyenne, donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu une défense et une tactique qui a été appliquée pour ne pas les laisser passer. Et puis Jalen Hurts s'est mis à la course aussi. Exactement, et ça juste ça en résume juste donc du score, tu vois, qui est 19-24. Qui n'est pas vraiment un score tu vois avec énormément de points. Bien sûr. Comme on connaît l'atout offensif des deux équipes, mais les Eagles ont quand même été au-dessus. Exactement, ils ont quand même été au-dessus à tout le match en fait on ne voit pas les Ravens pouvoir gagner ce match. Moi honnêtement j'y croyais pas du tout pour les Ravens, hein. Franchement, même si à un moment ils sont revenus, je me suis dit que les Eagles allaient quand même être au-dessus, et puis finalement voilà, les Eagles l'emportent 24-19. Les Niners, bon là on va commencer à être dans la crise, parce que là on est en 5-7 côté Niners, ils viennent de perdre 10-35 cette nuit face aux Bills. Bon, les Bills c'était attendu, mais on s'attendait quand même à une petite réaction quand même des Niners, qui ont été catastrophiques. À noter la blessure, la fin de saison de Christian McCaffrey. Ils perdent CMC pour deux Là, c'est quand même catastrophique. Il venait de faire que son 3e match de la saison. Ouais, bien sûr. Mais parce qu'il est revenu la semaine dernière. Ça a été un petit peu un événement. Voilà, il était attendu. Et là, il se reblesse. Les ligaments croisés en plus. Ouais, j'avais vu que c'était au genou, donc là, c'est ligaments croisés. Ligaments croisés, donc fin de saison confirmée. Et là, pour les Niners qui sont en 5-7, dernier de leur division, c'est fini. Quand on connaît leur division, le niveau que ça a, et surtout l'équilibre et juste le timing où il faut pas perdre des matchs. C'est fini. Là, pour le coup, j'y crois plus du tout pour les playoffs. Non, mais pourtant, je crois que je les ai mis dans. Prends une raclée comme ça face aux Bills. Non, c'est pas possible. Tu peux pas te présenter et bomber le torse en playoffs. Non, c'est pas possible. Et puis, tu prends une raclée par Josh Allen, par les Bills complet, et en fait, en face, t'as aucune réaction. Enfin, t'as rien. T'as un petit touchdown pour essayer de sauver la mise, mais c'est tellement pauvre. Tellement pauvre. Brock Purdy en dessous des 100 yards à la passe, c'est affligeant. 0 touchdown à la passe. On parle d'une équipe qui était au Super Bowl l'année dernière. Oh là là. Non, et qui ne sera même pas au playoff cette année. Je sais pas si on se rend compte de la folie. C'est surtout les Bills aussi. Il faut aussi tirer notre chapeau du côté des Bills, qui ont juste été incroyables une fois de plus. Un jeu collectif extrêmement bien huilé. En résumé de l'action, je sais pas si vous l'avez vu vous, mais le petit 1-2 entre Amari Cooper et Josh Allen pour trouver la faille. On risque d'en parler très rapidement. Josh Allen, il a fait que ça tout le match, et il a écœuré les Niners, et ça a été juste fou. Prestation XXL de Josh Allen. Qui est le premier à réaliser donc un touchdown à la course, un touchdown à la passe et un touchdown à la réception dans le même match. QB, c'est fou. Honnêtement, ils sont que 4 à avoir fait cette prouesse. Donc il y a David Patton en 2001, Walter Payton en 1979, Danian Tomlinson en 2005 et Christian McCaffrey, donc on en parlait, en 2022.
Mais pour un QB, je crois que c'est la première. Hein. Et pour un QB, c'est la première. C'est la première. C'est le seul QB de l'histoire de la NFL à marquer un touchdown, donc au sol, à la réception et à la passe. On va garder un petit peu d'argument de côté pour le MVP du week parce que c'est vrai qu'on va en reparler longuement de Josh Allen. Juste pour vous dire que les Broncos jouent face aux Browns cette nuit. Voilà, Bonix peut encore être étincelant cette nuit face aux Browns. Et puis on va faire un petit point sur le classement, faire un petit point sur chaque conférence parce que là on commence à se diriger tranquillement vers les playoffs. Il reste plus que 5 weeks et là le classement, donc avec la conférence AFC, on a les Bills qui sont en tête de l'Est en 10-2. Bon là clairement il n'y a pas de débat. Derrière il n'y a personne franchement, même les Dolphins n'iront pas en playoff, je pense. Tu penses que tu es d'accord avec moi? Sois objectif. Oui. Franchement 5-7. Je vais arrêter de te contredire. Non mais parce qu'attends, t'es quand même dans une division. Ne m'enfonce pas non plus. Attends. T'es quand même dans une conférence où si tu regardes bien là, pour avoir une place en wildcard, il faudrait quand même être à part égale, tu vois, au minimum. Je sais pas, tu finis tu peux même pas. Allez, 8-9, à la limite, ça peut passer. Mais là, en 5-7, et vu comment ils sont, cette 17, saison. Hein. En 10, je crois même pas une seconde. 17, ça peut, mais bien sûr, mais après, ils étaient sur 3 victoires d'affilée, il faut pas l'oublier. Mais c'est vrai. C'est un petit coup d'arrêt, et surtout, tu joues les Packers. Voilà, tu joues pas non plus les Bears ou les Jaguars. Enfin, t'en as perdu beaucoup au début de saison, et là, ça va se compliquer. C'est pour ça, on va voir, mais ça risque de. Là, il y a une équipe pour qui c'est assez compliqué, c'est Cincinnati. Ouais, les Bengals, bon là qui n'iront clairement pas aux playoffs, ça on l'a dit tout à l'heure, parce que dans leur division, la FC Nord, il y a les Steelers devant, les Ravens derrière en 8-5. 3 défaites d'affilée surtout. 3 défaites d'affilée, sont sur une mauvaise série, et puis ils sont 3e de leur division en 4-8, et les Browns qui vont jouer ce soir, peut-être qu'ils vont égaler les Browns, que les Browns vont égaler les Bengals, donc là c'est compliqué pour les Bengals. Au sud, à l'AFC, on a les Texans qui sont en tête en 8-5. Toujours en tête, et franchement, je pense que ça restera comme ça parce que derrière, on a les Colts, les Titans et les Jaguars, pire équipe de la ligue avec les Raiders en 2-10. À l'ouest, bon, il n'y a pas de débat, les Chiefs, même si attention aux Chargers qui sont quand même très bons cette saison. Ils sont toujours là, voilà, à ne pas sous-estimer. Très surprenant, les Chargers. Et les Raiders, voilà, on parlait de constance dans leurs défaites. Ils sont sur 8 défaites d'affilée. Propre. Ils étaient en 2-2, là maintenant ils sont en 2-10. C'est bien qu'ils fassent preuve de régularité comme ça, c'est propre. C'est juste fou pour une équipe de Et puis, faut pas oublier, Val, que quand on regarde par exemple les Dolphins qui sont en 5-7, je reviens là-dessus, mais sur la division Ouest, t'as les Broncos qui sont en 7-5 et t'as les Chargers en 8. Ah, mais bien sûr. Les deux sont déjà presque qualifiés en fait. Ils sont nettement supérieurs aux Dolphins cette saison, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Et voilà pour la conférence AFC, je te laisse faire la conférence NFC. Pour ce qui est de la NFC, voilà, on parlait de série. Les Eagles sont juste en série de 8 victoires. Donc, pas mal. Ils partaient d'un bilan à l'équilibre, donc en 2-2, et ils sont en 10-2. Donc on espère que Miami fera la même chose, même s'il est peut-être un peu tard pour y penser. Attends, il reste encore 5 matchs. Exactement. Là on a les Commanders qui sont juste en dessous en 8-5, et puis après voilà, on a les Cowboys et les Giants qui sont loin de réaliser leur meilleure saison en 5-7 et en 2-10. Pour la NFC Nord qui est la plus grosse, le Hunger Games de cette NFL. Respect aux Bears, hein. On a les Detroit Lions en 11-1 avec une série de 10 victoires qui est juste étincelante depuis ce début de saison. Les Vikings qui sont en 10-2 en série de 5 victoires, et c'est surtout à noter aussi les Lions qui sont juste en divisional, qui sont imbattus et qui sont en 3-0, qui mettent la rouste à tout le monde. Ce n'est pas le cas des Bears qui se sont fait taper par tout le monde, qui sont en 0-3. Les Packers qui eux sont en 9-3 et donc qui sont qualifiés en play-off. C'est rare pour une division d'avoir une troisième équipe qualifiée directement. En FC Sud, donc là c'est un peu plus serré, mais bon, on a les Falcons et les Buccaneers qui sont à l'égalité la plus parfaite en 6-6. Et après t'as les Saints et les Panthers qui eux ont vu leurs espoirs de playoff dégringoler au fur et à mesure de la saison. Ça fait longtemps que leur sort est plié pour. Et en FC Ouest, on a le retour des Seahawks, voilà, qui est à noter. 3 victoires d'affilée, eux qu'on avait un petit peu enterrés après leur prestation plus que moyenne en milieu de saison. Là ils reviennent bien, et surtout ils prennent un avantage contre les Cardinals et les Rams.
et les Niners qui eux voilà qui perdent le coup, hein. voilà notamment les 2 défaites d'affilée des Cardinals qu'on voyait eux pas finir en tête. Et ben finalement c'est les Seahawks qui ont profité des faux pas des Niners et des Cardinals. Ouais, les Seahawks vont beaucoup mieux. Attention aux Rams quand même qui sont bien repartis cette saison et ça pourrait ils pourraient titiller les Seahawks. Sauf que voilà, ils font 2 victoires, ils font une défaite, 2 victoires, une défaite. C'est pas régulier, c'est vrai. C'est pas régulier. On va passer à notre action du week 13 et là on va avoir quelques pépites. Je vais commencer. Ouais, on parlait de New York tout à l'heure. Voilà, on va retourner à New York parce que tu sais que j'aime bien les runs et là on va avoir un sacré run de 99 yards. C'était New York, les Jets face aux Seahawks. Donc là, on est à un retour un kick-off du coup, parce que les Seahawks viennent de marquer leur premier touchdown de la rencontre, et donc on a Kini Nwangwu qui a récupéré ce ballon limite dans sa end zone, et là qui nous fait un run juste monumental, bien aidé quand même par la défense. Voilà, là il est au ralenti et il arrive quand même avec 99 yards de course. C'est juste extraordinaire, sachant qu'en plus ils répondent derrière au touchdown que viennent d'inscrire les Seahawks. Donc là c'est encore plus fou. Ouais, honnêtement, ils reprennent tout de suite un petit peu de plomb et c'est surtout que il break 4 tacles sur l'action. Non, mais c'est fou. Faut l'accrocher lui. Et je tiens juste à dire, dans le même match, on a eu aussi une interception qui a amené une course, je crois, de 97 yards d'un defensive tackle. Ouais. Donc des lourds. Ce qui est super rare. Il a traversé le terrain à 2 à l'heure et il a réussi à inscrire le touchdown. C'est juste fou. Sur 97 yards, surtout faut le faire. Encore, tu m'aurais dit la moitié du terrain, mais là 97 tout seul comme ça. Extraordinaire. Pour un big, c'est quand même J'ai hésité à le mettre, tu vois, à la place de lui, mais je me suis dit bon, quand même, on va récompenser ça parce que le run est fou. Toi, c'est une action, un petit chef-d'œuvre de la part des Bills. Moi, voilà, honnêtement, je pensais que t'allais nous mettre celui des Chiefs avec le snap raté. Je suis tellement resté sur ma faim avec le match des Chiefs, tu vois, j'étais tellement énervé que bon, voilà. Puis on va partir, moi je vais partir directement avec le 1-2 entre Amari Cooper et Josh Allen, donc à Buffalo Bills. C'était sous la neige qu'on a vu ce match-là. On va regarder ça tout de suite avec, c'est la première tentative. Et là on voit ça. Oh là là. Tout le monde est surpris, on voit les c'est du rugby. On voit les 5, mais exactement. Là, j'ai pensé. En plus, la passe est très mal envoyée. Oui. Et il lui renvoie ensuite d'ailleurs. On voit les 4 défenseurs qui se redirigent tout de suite vers Josh Allen. Il la met, mais en version Superman, d'un bras comme ça, à la dernière. Sur le plot. Voilà, sur le dernier yard à parcourir sur le plot. Et du coup, là, là, les Niners ne reviendront pas. Et ça en dit long juste sur la forme offensive et collective des Bills dans ce match-là. Ça en dit long sur le Josh Allen. Petite transition avec le MVP du Week 13, parce que là on a affaire à un monstre qui clairement se dirige aussi un petit peu vers le titre de MVP. Là clairement il a dépassé pour moi Lamar Jackson. Je sais pas ce que t'en penses. C'est quelque chose qu'on va voir et il est encore peut-être un peu trop tôt pour en parler, parce que ça, mine de rien, les taux se resserrent. On a Saquon Barkley qui est encore dans le top 3 toujours. Voilà, moi je le sortirais absolument pas du top 3 quand on voit la saison qu'il fait. Oublier que c'est sa première saison hors de New York. Mais t'es d'accord que pour l'instant on est plus sur Allen 1, 2 Lamar et 3 Saquon. Mais j'ai plus envie de voir un code, j'ai plus envie de voir un quarterback honnêtement. Mais non, bien sûr, on est quand même Lamar Jackson, on va pas lui tomber dessus, même si là il y a cette défaite contre les Eagles. Deux défaites de suite, ouais. Où il est pas top. Mais quand même, la semaine dernière on a dit qu'il était pas top, il était quand même bon, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui arrive à régulariser un petit peu ses séquences de haut niveau. Mais là, Josh Allen, il est dans une autre dimension. C'est fou, là ce qui se passe avec Josh Allen, là, donc tu l'as mis en MVP du week. Est-ce que tu peux nous rappeler juste les stats qui sont juste folles de Josh Allen? On parlait d'un touchdown donc dans chaque compartiment du jeu offensif. Donc on a 2 touchdowns à la passe sur 148 yards. On le voit, il est super beau. 18 yards à la course, donc pour le touchdown, et un touchdown donc à la réception de 7 yards. Comme on l'a vu là dans l'action avec Amari Cooper. Donc ça résume juste de la forme du joueur, et surtout que voilà, on l'a dit, c'est le premier quarterback à réaliser cette performance. Il rentre dans l'histoire. Il y a cette victoire contre les anciens du Super Bowl, donc les Niners, qui se sont fait exploser. Et ça résume juste voilà, ils sont sur une énorme série de victoires.
et ils entrent un petit peu plus dans cette course de favoris, autant dans le MVP que dans la course au Super Bowl. Totalement. Josh Allen, de toute façon, qui a juste raté un match dans la saison depuis c'est que des bangers, j'ai envie de te dire. On sait que c'est un joueur de saison régulière, maintenant on va l'attendre en playoff. C'est sûr. On sait de quelle trempe il s'agit, et honnêtement on connaît le bestiau. Je vais te parler de Russell Wilson de mon côté, le QB des Steelers. On en a un petit peu parlé. J'étais obligé de le mettre MVP pour une fois parce que je pense qu'on ne le remettra jamais MVP, donc j'en profite pour le mettre maintenant parce qu'à 36 ans il a juste réalisé un truc de fou. Je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs de sa carrière, si ce n'est peut-être le meilleur de sa carrière. Je te dis juste les stats: 29 sur 38, 76,3% de passes réussies, c'est juste fou. 414 yards, 3 touchdowns, une seule interception qui a coûté cher parce que c'était le tout début, qui a coûté un touchdown, mais dès l'interception en fait il s'est ressaisi et il s'est dit ok, je vais me mettre en mode MVP. Et là, je vais tout donner et je vais faire gagner mon équipe. Surtout que tu sais contre les Bengals, quand tu te fais intercepter, tu prends des points. tu prends des points. Et derrière, voilà, il permet aux Steelers de mettre 44 pions, quoi. Donc, c'est juste fou. Et puis, les passes sont très risquées, mais toujours cliniques, chirurgicales. Ce qui n'avait jamais été le cas de Russell Wilson depuis le début de saison. Et voilà, les Steelers, pour une fois, ça paye. Ils comptent sur 2 QB qui coûtent pas cher et qui, clairement, ne sont pas au-dessus du lot, que sont Russell Wilson et Justin Fields. Justin Fields, pour une fois, a réussi à passer les 10 yards. Il a glissé au bon moment à la fin pour faire gagner son équipe. Et Russell Wilson, lui, a fait le travail à la passe. Ça a été juste fou. Non, et puis c'est surtout une équipe offensive complémentaire, quoi. Ils ont choisi, pour le coup, de pas avoir un quarterback trop deep un petit peu. Donc là ça fait juste, et quand on voit ce genre de performance là qui est capable de pondre un quarterback comme ça, on se dit ok, cette équipe est juste complémentaire de fou, avec autant un quarterback très bon à la passe comme très bon à la course. Ben on va surveiller ça en tout cas à la fin de saison de Russell Wilson, parce que là il a mis la barre très haute et il va falloir la garder à ce niveau là, surtout s'ils vont au playoff. On va passer à notre nouvelle rubrique là depuis la semaine dernière, le college football time, je vais y arriver. Exactement. Avec Florian qui va nous faire un petit récap de la NCAA, parce que là on est au week 14 et on s'approche dangereusement des playoffs. Il reste plus que 2 weeks et ça a été encore une fois juste fou. Bon, chez le Money Time on n'hésite pas sur les moyens. Dernière journée de la NCAA de saison régulière, dernier débrief de qualité en direct de New York sous moins 4 degrés. Les Championship Games opposeront les 2 meilleures équipes de chaque conférence, ayant le meilleur bilan face aux équipes concurrentes de cette même conférence. Et on peut pas commencer ce débrief sans parler des Miami Hurricanes, la défaite de trop. Après une défaite contre Syracuse, ils voient toutes leurs chances de participer au Championship Game éloignées et potentielle perte de place pour les playoffs hors du top 12. Et Miami pourrait alors se voir doublé par une des 3 équipes de la SEC, Alabama qui a gagné, Ole Miss qui a gagné ou encore South Carolina. Une finale de conférence ACC qui opposera donc les Mustangs à Clemson. Clemson qui d'ailleurs, adversaire du jour, a perdu face à South Carolina. Clemson pourrait voir South Carolina prendre leur 12e position, à voir car la conférence SEC est chargée. En revanche, ce ne sera pas South Carolina pour la finale de SEC, ce sera les Texas Longhorns qui ont gagné contre les Aggies de Texas A&M dans le derby face à Georgia, qui s'est difficilement imposé contre Georgia Tech, qui s'est fait très peur, qui était mené 17-6 au début du 4e quart-temps, arrachera la prolongation et sera vainqueur au bout de 8 overtime. Les Texans qui, eux, verront peut-être une position de gratter au committee ranking, sans importance puisque les 4 premiers voient offrir une bye week et n'entreront que en demi-finale. Dans le choc de cette dernière journée dans le Big Ten entre Ohio State et Michigan, une des plus grosses rivalités de la NCAA. D'ailleurs, on a pu voir quelques échauffourées en fin de match. Une défaite surprise qui les éjecte du Championship Game de la semaine prochaine où ils étaient censés rencontrer Oregon. Ce sera finalement Penn State. Tennessee s'impose face à Vanderbilt et la question maintenant pour Tennessee est de savoir si cette victoire leur permettra de passer devant Georgia qui sort d'un mauvais match face à Georgia Tech et de passer dans les 8 premiers pour recevoir le wildcard. Enfin, une finale surprenante dans le Big 12, pas de Colorado du coup après leur défaite la semaine dernière malgré un gros match cette semaine face à Oklahoma State sans enjeu 57-0. La finale opposera Arizona State qui sort d'une fin de saison en boulet de canon face à Iowa State, la bonne surprise cette saison dans le Big 12. Une finale avec un grand enjeu pour Arizona State qui pourra peut-être confirmer une potentielle 4e position au playoff ranking et donc d'obtenir la bye week. Vous pouvez donc voir le point des Championship Games qui auront lieu le week-end du 7 et 8 décembre, des gros enjeux pour ces équipes qui verront peut-être des modifications pour le dernier college playoff ranking qui sortira le mardi 10 décembre.
La saison régulière étant terminée, le College Playoff Ranking maintenant prime sur Late People. Cette semaine, il devrait y avoir quelques changements. Tennessee pourrait faire le gros coup et monter en 7e position, peut-être prendre la place de Georgia. Avec sa défaite, Ohio perdrait peut-être 1 ou 2 positions. Et enfin, Miami ferait la chute de la semaine, peut-être hors du top 12. Mercredi, je vous ferai une petite vidéo sur ma chaîne pour vous expliquer qu'est-ce que c'est les Championship Games qui donneront ensuite accès au Bowl Game et ensuite on aura les fameux Playoffs. Merci Flo pour ce récap. On va passer nous à la course au rookie de l'année parce que là du coup Daniel ça a remis les pendules à l'heure, j'ai envie de dire, et il a un gros concurrent qui va jouer cette nuit, c'est Bonix. On place ces deux-là en 1 et 2 et on va parler un petit peu de Jayden Daniels pour commencer avec son match juste fou face aux Titans. 25 sur 30 à la passe, 83,3% de passes réussies. Ouais. C'est juste fou. 206 yards, 3 touchdowns, une interception, 34 yards, un touchdown à la course. Voilà, c'est juste fou encore. Vous voulez du menu, il a été servi, non? En triple à dessert. Exactement, en triple à dessert. C'était contre les Titans, donc on s'attendait absolument pas à une bévue donc de Jayden Daniels, mais honnêtement, il vient retaper un peu du poing sur la table, là où Bonix avait quand même pris beaucoup de points. Voilà, il était quand même allé le chatouiller un petit peu. Notez que Caleb Williams est complètement sorti de la course. Je crois que dans les pronos, il doit être dans 8 ou 9. Il est très très loin. Ouais, parce que t'as le QB des Patriots, t'as Drake May, mais sinon... et Brock Bowers aussi, qui arrive et qui, dans les pronos, commence à être numéro 1. Attention. Brock Bowers, le tight end des Raiders, qui fait le travail. Alors, bon, son équipe ne suit pas. Non. Mais lui, il y est. C'est compliqué quand t'es dans une équipe pareille. Dites-nous, vous, en commentaire, si vous en avez un qui vous paraît le plus évident par rapport aux autres. Et surtout, pourquoi. Mais moi, honnêtement, j'ai envie de donner un peu de crédit à Bonix parce que il est quand même dans une équipe des Broncos qui porte aussi à lui tout seul un peu dans les mêmes registres que Jayden Daniels à Washington. Ils ont quasiment le même bilan. Les Broncos sont en 7-5 là où les Commanders sont en 8-5. Ils jouent mardi soir, pardon. Ouais. Cette nuit, ouais. Donc on va juste voir à quel point il peut rééditer ce genre d'exploit. Mais pour le coup, Jayden Daniels est tout en haut. Pour moi, il est tout en haut parce que, ok, on commence à mettre dans les débats Bonix, mais bon, Jayden Daniels, il est presque à 3 milliards cette saison. Il est rookie, il faut pas l'oublier. 15 touchdowns, 6 interceptions seulement. Pour un rookie, c'est déjà pas mal. Et 69,6% de passes réussies. C'est sa moyenne globale sur toute la saison. Je sais pas si on se rend compte de ça. Je crois que c'est même plus haut que Patrick Mahomes. Même largement plus haut que Patrick Mahomes. Je sais pas si on se rend compte de la folie du pourcentage de passes réussies. Et dedans, on compte le Hail Mary, tous ces actions folles qui nous balancent. Donc, et quand on voit la beauté de ce joueur, je ne vois pas qui peut le concurrencer vraiment. Même si Bonix est fort, hein. Pour moi, Daniel est tout en haut. Je pense que t'es d'accord avec ça. Si, moi je suis d'accord, mais je voulais juste donner un petit peu de crédit à Bonix. Bien sûr. Mais c'est pour dire un petit peu que la course au rookie a changé. Il y a toujours Jayden Daniels dedans, mais par contre il y a d'autres concurrents, ça on l'a dit. Mais c'est surtout que là, ça va se concrétiser en fin de saison. Ah bah c'est sûr que si on regarde les premiers épisodes d'Endzone, on voyait Caleb Williams en haut. Ah mais bien sûr. Faut pas l'oublier. Mais comme on dit, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et pour le coup, ça marche bien avec les rookies. On va passer à nos pronos pour le Week 14 avec, j'ai envie de dire, quasiment que des gros matchs. On a les Packers pour commencer face aux Lions. Gros rendez-vous. J'aime pas beaucoup le pronostic que t'as mis là-dessus. Bon allez, j'ai mis les Packers. Je pense que les Packers peuvent faire tomber les Lions. Ils sont sur une bonne forme et c'est le moment. On est sur un divisional. En plus. Donc là ça coûte cher. Hein. Honnêtement, les places sont chères et ça peut surtout faire un petit peu trembler cette fin de saison si on voit les Lions perdre. Ouais. Et là, moi, honnêtement, on parle de hausser son niveau de jeu. Là, Lions, va falloir honnêtement empêcher les Packers parce que les Packers, c'est très très bon depuis. Très régulier. Ouais, très régulier, mais s'ils refont les mêmes matchs que face aux Bears, les Packers l'emportent. Tu vois, si les Lions refont le même match, ils se sont fait très peur, clairement, ils devaient le perdre ce match. Pour moi, ils perdent face aux Packers s'ils font ça. C'est sûr, mais là, ça va pas être la même chose. Tu vois, il y a pas la même intensité quand tu joues les Bears que quand tu joues en match de division contre les Packers. On sait qu'ils sont bons. Pour le coup, on sait si c'est au Lambeau Field ou c'est à Détroit. C'est à Détroit, ok. Donc non, pour le coup, moi, je vois bel et bien Détroit s'imposer. Je vais jeter mon pari là-dessus et honnêtement, je pense pas trop me mouiller. Ok, bon, c'est vrai que tu te mouilles pas trop, mais en fait, j'ai pris beaucoup de risques dans les pronostics last week parce que je
sens que tout peut basculer, notamment à Miami. Je pense que Miami va gagner enfin. Tu as pris beaucoup de risques. Les Jets. Face aux Jets. Figure-toi que les Jets sont impressionnés quand même face aux Seahawks. Ouais. Mais non, c'est à Miami. Je vois les Dolphins l'emporter logiquement. Je pense que toi aussi. J'ai mis les Dolphins, oui, parce que honnêtement, même s'il y a cette défaite, ça reste contre Green Bay, honnêtement une très grosse équipe de cette saison. Ouais. Mais là, faut pas oublier que même d'ailleurs, Tua fait un très bon match contre. Il lance plus de 300 ou 400 yards, même si je dis pas des 300 yards. Ah, il est pas mal. Hein, honnêtement. Et c'est surtout que voilà, avant ils étaient à 3 victoires d'affilée, il y a eu ce petit coup d'arrêt. Maintenant, il faut relancer la machine parce que sinon on va louper le train des playoffs et ça, il faut absolument pas. Qu'ils n'auront jamais. Alors, les Falcons. Qu'il ne l'est pas, mais honnêtement, s'il y a bien une équipe qui peut faire une petite remontada, ouais, c'est vrai que c'est bien les Dolphins. C'est bien les Dolphins, effectivement. Les Falcons face aux Vikings. Alors, j'avais fait mes pronostics quand même avant le match des Falcons. J'avais mis les Falcons qui l'emportent, mais quand je vois le néant de Kirk Cousins, en vrai, je me dis qu'il peut se relancer là cette semaine, sachant que c'est face aux Vikings. On sait que c'est pas quelqu'un qui est régulier dans la bêtise. C'est ça, exactement. Et puis les Vikings, pour le coup, ils se font peur chaque week-end. Il va bien falloir que ça tombe à un moment donné. Ça fait longtemps que je pronostique une défaite des Vikings. Là, je pronostique une défaite encore une fois des Vikings face aux Falcons. Ce sera à Minnesota, mais je sais pas, je pense pas que les Vikings peuvent continuer comme ça toute la saison. Ça, c'est pas possible. Et pour le coup, vous pourrez le voir en clair parce que c'est le match sur 6 play. Ouais. Moi, je vais donner les Vikings vainqueurs. Honnêtement, voilà, même si on sait que ça galère beaucoup. Atlanta, c'est le moment de les enfoncer dans la crise. On sait que c'est un petit peu, voilà, là, c'est le dernier rush pour espérer ce train pour les playoffs. Mais les Vikings, surtout, je pense qu'ils ont pas envie de se faire peur à ce niveau-là de la compétition. Donc, moi, je vais donner les Vikings gagnants. Ça se tient. Les Panthers face aux Eagles, est-ce qu'on a vraiment surtout avec l'arrivée de Daniel Jones. Ah, tu penses qu'il va jouer? Ne serait-ce que 2 petites minutes? Pas. En vrai, pourquoi pas? Les Panthers face aux Eagles. Bon, là, je pense qu'on est d'accord. Oui. Bon, allez. Bien sûr, les Eagles. Les Eagles. Même si, attention à Carolina, qui fait très peur. Oui, c'est vrai, attention, tout le monde. À chaque week-end, on se dit attention à Carolina parce que c'est jamais des victoires faciles. Non. Donc, bon, on va quand même pronostiquer les Eagles. Je vois pas comment ils peuvent perdre ce match en plus à Philly, donc bon, ça devrait être facile. Les Raiders face aux Bucks. On part en Floride. Bon, est-ce qu'il y va avoir besoin de débattre aussi? Non, moi j'ai mis Tampa. Moi aussi. Franchement, Las Vegas ne peut rien faire cette saison. Ils attendent juste la draft et voilà, ils ont perdu leur meilleur joueur de cette saison qui était Davante Adams. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Exactement. Donc voilà, victoire des Bucks. Les Seahawks face aux Cardinals. Très dangereux ce match. Très bon match. Très dangereux pour la division surtout. Parce que là, les Cardinals sont en 6-6, il faut absolument gagner. Les Seahawks sont en 7-5. Là, le vainqueur de ce match peut prendre une option. Qu'est-ce que t'as mis là? J'ai mis les Cardinals. Ok, moi j'ai carrément mis les Seahawks. Ok, c'est Arizona. Ouais. Je me dis qu'Arizona c'est difficile de gagner. Et je sais pas, je sens bien un petit Kyler Murray être en mode MVP, tu vois, et tout donner dans ce match. On sait qu'il en est capable. Maintenant, voilà, les Seahawks sont quand même sur une pente ascendante comparée à leur concurrent direct de division. Ils sont sur 3 victoires d'affilée. Et c'est surtout que les Cardinals, honnêtement, ils ont perdu un petit peu en vitesse récemment. C'est trop irrégulier et surtout, en fait, les Seahawks, c'est le moment de confirmer. Ouais. Parce que là, tu perds ce match-là, ça resserre les débats alors qu'ils avaient pris une petite poussée d'avance. Toi, tu veux pas que ça relance un peu là, qu'on ait vraiment une division de fous? Je pense que c'est absolument pas ce qu'a envie les Seahawks et je pense qu'ils feront tout pour empêcher ça. Ok, bon, je vois quand même les Cardinals là-dessus. Ouais. Les Bills face aux Rams. Est-ce qu'il y a besoin de débattre aussi? Ouais, mais il y a un très bon match quand même. Mais il y a un très bon match à Los Angeles. Parce que les Rams sont sur une bonne série, enfin sont sur une bonne forme, mais encore une fois très irrégulier. Mais bon, les Bills, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, mais on va voir. On va voir. Moi, pourquoi pas? T'as mis les Bills aussi? Ok, moi, de toute façon, je mets les Bills aussi. Et les Niners face aux Bears, ce sera aussi le dimanche. Je vois les Niners se relancer face à des Bears qui sont... voilà, à part le dernier match face aux Steelers, ça a été quand même très compliqué cette saison. Moi, j'ai mis les Bears. Ok, bon. J'ai mis les Bears. Donc là, t'enfonces dans la crise des Niners. Mais parce que les Niners sont quand même très décevants. Ils perdent CMC, mais est-ce que c'est vraiment important compte tenu de sa saison? Je ne pense pas. Ils y arrivent pas sans lui, donc. De toute façon, ils y arrivaient pas sans lui, ils y arrivaient pas avec lui. Donc et surtout qu'il a joué que 3 matchs, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est surtout que les Bears, honnêtement, ils jouent plus rien. Est-ce qu'ils vont pas venir un petit peu
saouler ces Niners. Moi, je pars de ce principe-là. Surtout qu'Alec Williams a rien à perdre maintenant, donc là, il va falloir qu'il... À part gagner des points dans cette course au rookie de l'année. Voilà, mais bon, là, ça se complique dangereusement. Les Chargers face aux Chiefs, à contre-cœur, je vois les Chiefs se perdre. Parce que ça va pas durer ce petit jeu du on se fait peur, on joue chat et la souris, etc. Non, ça va pas. Ça va, surtout face aux Chargers qui sont dans une excellente forme, qui n'arrêtent pas de gagner et qui font vraiment peur. En plus, c'est un match de divisional, donc non, je vois les Chargers l'emporter. On l'a vu face aux Bills, ils ont su concrétiser quand ça allait mal pour enfoncer un petit peu ces Chiefs alors qu'on savait qu'ils galéraient un petit peu mais qu'ils gagnaient quand même. Les Chargers, je pense que honnêtement ils sont capables quand on voit leur saison. Ils sont très bien capables de venir bousculer un petit peu ces Chiefs. C'est un petit peu dans le calendrier des Chiefs, c'est un peu ceux qui peuvent venir un petit peu secouer cette équipe. Défensivement, ils ont pas grand chose à faire parce qu'offensivement, les Chiefs, c'est pas ça. Non, exactement. Et surtout qu'offensivement, les Chargers, c'est quand même bon, c'est quand même propre. Donc, pour le coup, on est d'accord tous les deux. Tu vois aussi les Chargers? Sur les Chargers. Ok, bon, bah, là, on est sur un gros pari. Et puis, enfin, le mardi, on aura les Bengals face aux Cowboys. Et là, tu vas me détester. Je vois les Cowboys l'emporter. Deuxième victoire à Dallas de suite. Voilà, les Cowboys, en plus ils l'ont dit, je sais plus qui a dit ça, je crois qu'en plus c'est Dak, alors qu'il est plus là, il a dit ça y est, on est parti pour aller au playoff. Pourquoi pas? Moi j'y crois et je crois aux Cowboys. Ça pour le coup, moi je vois les Bengals l'emporter parce que s'il y a bien une équipe contre qui il faut prendre des points, c'est les Cowboys, ça je l'ai dit dans cette saison. Mais surtout que là, en fait, les Cowboys, ça devient vraiment une énigme. Oui. C'est-à-dire que c'est l'équipe la plus improbable. Exactement, ils gagnent pas, ils se font défoncer, ils gagnent un petit peu. Ils ont même plus leur QB, au final c'est mieux. Ouais, exactement. Donc qui est quand même le joueur le mieux payé de l'histoire de la NFL. Enfin, c'est quand même assez fou. Donc toi tu vois les Bengals du coup? Ouais, parce qu'il faut mettre fin à cette série de défaites ou alors je dis n'importe quoi et ils se feront encore plus enfoncer dans la crise. Et là ça peut être le bordel à Cincinnati. Et bah rendez-vous donc du coup dès vendredi pour le premier match, les Packers face aux Lions. Au repos on aura donc 6 équipes avec les Texans, les Patriots, les Colts, les Commanders, les Ravens et les Broncos. Pas mal d'équipes sur le tapis en tout cas, enfin au repos en tout cas dans le canapé. De faire du bien à Baltimore, ça risque de faire beaucoup de bien à Baltimore. Val, je crois qu'on en a fini avec Endzone. Bien sûr, on a fini cette 11e déjà. Ça fait toujours autant plaisir de se retrouver dans ce studio pour parler de NFL et débriefer de l'actualité de cette ligue. Merci à Flo pour son petit vlog et surtout son décryptage sur le college football. Merci à Coco de m'avoir accompagné. Merci à Camille en régie. Merci à tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, pour le débrief des Endzone partie 12.